chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle leçon, toujours dans le cadre des phénomènes géologiques externes qui aboutissent ou bien qui contribuent à la formation des roches sédimentaires. Faisons un petit rappel. Lors de la séance précédente, nous avons vu que les différentes roches qui constituent les divers paysages géologiques sont exposées au phénomène de l'érosion. Et ce phénomène d'érosion, c'est une modification ou un changement de ces roches sous l'action de plusieurs agents naturels externes. Et on a distingué deux types d'érosion, mécanique et chimique, dans lesquels il y a fracturation, fragmentation et désagrégation, et aussi dissolution et altération des roches pour donner ou bien former des particules rocheuses différentes qu'on a appelées produits d'érosion. Donc maintenant la question qui se pose, quel est le devenir de ces produits d'érosion? Et pour répondre à cette question, nous allons prendre comme situation de départ les images suivantes. La première image représente un cours d'eau, ici une rivière. La deuxième image représente une rivière ou bien un cours d'eau dans un autre état, lors des précipitations ou bien lorsque les pluies tombent, surtout les pluies torrentielles. On remarque ici que l'eau ou bien la couleur de l'eau change, il devient trouble. Et on constate que cette eau est chargée de particules rocheuses différentes. On voit ici des galets, des gravets, évidemment il y a des grains de sable. Si on prend un échantillon de cette eau et on le met dans un verre qu'on laisse au repos pendant quelques minutes, et on constate le dépôt des particules rocheuses, exactement des particules argileuses, au fond du verre. Ce qui témoigne, ou bien ce qui prouve que cette eau est chargée de plusieurs particules rocheuses. C'est-à-dire que l'eau, lorsqu'il coule dans une rivière, il emporte avec lui des particules rocheuses différentes. Ici, dans la troisième image, on voit une tempête dans le désert qui est causée par le vent qui a soufflé fort dans cette région. Et cette tempête prouve que le vent emporte avec lui des particules rocheuses, essentiellement des grains de sable. Donc, à partir de ces images, on peut conclure que les particules rocheuses issues de l'érosion ne restent pas sur place, mais elles sont entraînées ou bien transportées par plusieurs agents. Donc les produits issus de l'érosion sont transportés par des agents différents, principalement ici l'eau et le vent. Donc après l'érosion, il y a un deuxième phénomène géologique qui est le transport des produits d'érosion. C'est-à-dire que ces particules issues de l'érosion sont entraînées soit par le vent, soit par l'eau, ou bien d'autres agents, et sont transportées. Et donc, les questions qui se posent, ou bien les objectifs qu'on doit réaliser dans cette leçon sont les suivants. Quels sont ces agents de transport et comment sont-ils transportés, ces produits issus de l'érosion? Commençons par le premier agent, qui est l'eau. Donc, rôle de l'eau dans le transport des produits d'érosion. Et nous allons voir en premier les types des éléments transportés. On sait déjà que l'eau transporte plusieurs types de particules rocheuses. On donne des exemples. Donc, le limon,
tami en arabe, les particules argileuses, ou bien tin en arabe, les grains de sable, les cailloux, hassa, les graviers et les galets ou bien jalamides. Donc, vous constatez que ces éléments sont, ou bien leur nature physique, sont solides. Donc, on les appelle éléments solides ou bien éléments détritiques. Alors, comment sont transportés ces éléments détritiques? Observez bien cette vidéo. Vous remarquez que ces éléments sont transportés de 3 manières différentes. Vous observez ici en bas, les éléments de grande taille sont transportés par glissement ou roulement, ou les poussant. D'autres éléments par saltation, c'est-à-dire en faisant des sauts ou bien en rebondissant. Et la troisième manière, c'est en suspension. Ils sont suspendus en haut ou bien à la surface de l'eau. Donc, 3 manières de transport de ces éléments détritiques. Première manière, en suspension, dans la masse liquide près de la surface de l'eau. C'est-à-dire que ces particules, ils sont suspendues. C'est-à-dire, ils ne tombent plus au fond, mais ils sont suspendus. Comme l'élément qu'on a vu, et les particules argileuses, et même les grains de sable qui sont très fins. Deuxième méthode, c'est par saltation, c'est-à-dire en faisant des sauts successifs ou bien en rebondissant du fond vers l'eau. C'est le cas des grains de sable de moyenne et de grande taille et les petits cailloux. Et par roulement, c'est-à-dire glissement au voisinage du fond parce que leur taille est plus grande, comme les galets, les graviers et les cailloux. Observez ces images. On a là une bouilloire, c'est-à-dire un récipient dans lequel on fait bouillir de l'eau. Quand on achète ce récipient est de cette forme, mais après quelques semaines d'utilisation, on observe une couche qui s'installe au fond du récipient et qui est de couleur blanche. Si cette couche représente du calcaire, même observation pour un robinet de notre bain. Vous observez ici une couche du calcaire qui s'installe autour du robinet. C'est une couche, on a dit, du calcaire. Donc, d'où provient ce calcaire? Ce récipient-là est fait pour bouillir de l'eau. Donc, on met seulement de l'eau. Donc, ce calcaire provient de l'eau. Mais lorsqu'on met cette eau dans ce récipient, est-ce qu'on voit du calcaire? On ne le voit pas avec nos yeux. Donc, ce calcaire, elle est dissous dans l'eau. C'est-à-dire l'eau transporte des éléments dissous. Elle ne transporte pas uniquement des éléments détritiques ou bien solides. Elle transporte aussi des éléments dissous qui sont transportés en solution. C'est-à-dire ils forment un mélange homogène avec l'eau. Et ces éléments sont transportés jusqu'à la fin du cours d'eau. Et ce sont les ions siliceux, carbonatés et du sel. C'est les ions du calcaire qui sont issus de l'érosion, bien la dissolution des roches calcaires par les eaux acides. Donc, l'eau transporte 2 types d'éléments. Les éléments détritiques de 3 manières différentes, suspension, saltation, roulement, et transporte aussi des éléments dissous comme les sels, les silices et les calcaires
en solution. Alors, la question qui se pose maintenant, quels sont les facteurs qui contrôlent le transport des éléments rocheux par l'eau? Ou bien quelles sont les conditions dans lesquelles sont transportées ces particules rocheuses par l'eau? Pour cela, nous allons analyser une manipulation qui est faisable en classe. On prépare un modèle d'un cours d'eau, comme celui-là. Un modèle, c'est-à-dire c'est pas un cours d'eau réel, c'est un modèle. Et on met au-dessus des particules rocheuses de tailles différentes. C'est-à-dire on met des galets, des gravés, des grains de sable, des particules argileuses, etc. Puis on verse l'eau de deux manières différentes. Lentement, c'est-à-dire à faible vitesse, ou bien fortement à une grande vitesse. Et on observe les résultats dans cette vidéo. Donc on prend un modèle d'eau, puis on verse l'eau de manière faible. Vous voyez bien que les particules de très petite taille sont transportées. On verse l'eau progressivement. On observe des particules de moyenne taille qui sont transportées. Maintenant, nous allons verser l'eau de manière forte. Donc, on verse l'eau fortement, c'est-à-dire la vitesse du courant d'eau, elle est forte. Et vous remarquez la différence. Donc, toutes les particules sont transportées, regardez. Mais vous voyez là que les particules de grande taille sont restées à côté du sommet. C'est-à-dire leur transport se fait sur une courte distance. Donc, pour les résultats, lorsque l'eau est versée lentement, c'est-à-dire à une faible vitesse, on a remarqué que seuls les petits éléments ont été transportés, c'est-à-dire les particules argileuses, le limon et les sables, les grains de sable qui sont très fins. Mais lorsque l'eau est versée fortement, c'est-à-dire la vitesse du courant d'eau elle est très forte, toutes les particules rocheuses ont été transportées. Mais on a remarqué une différence. Les particules de grande taille se déplacent sur une courte distance, comme les galets. Mais les particules de petite taille, comme l'argile, les grains de sable, etc., sont transportées sur une longue distance. Donc, à votre avis, combien de facteurs qui contrôlent le transport de ces éléments? Certainement, vous avez déduit deux facteurs qui sont la vitesse du courant d'eau. Car lorsque la vitesse du courant d'eau change, le transport de ces éléments change. Lorsque la vitesse est faible, seules les petites particules sont transportées. Lorsque la vitesse est grande, toutes les particules qui sont transportées. Le deuxième facteur, c'est la taille des particules. Et ceci est observé dans la deuxième partie de la manipulation, lorsque la vitesse du courant elle est forte. Observez cette vidéo. Donc la vitesse d'eau elle est si forte. Toutes les particules se déplacent, comme vous voyez. Mais les particules de grande taille se déplacent à une courte distance, de moyenne taille et moyenne distance, alors que les particules de petite taille sont transportées sur une longue distance. Ici, le facteur, c'est la taille des particules. Les grandes sur une courte distance et les petites sur une longue distance. Donc, on conclut que l'eau courante transporte divers éléments ou bien particules rocheuses sur une distance variable selon deux facteurs, la vitesse du courant d'eau et la taille des particules. Donc voilà le transport par le premier agent qui est l'eau. On a vu les types des éléments transportés, détritus ou bien solides et dissous,
et les facteurs qui contrôlent ce transport, qui sont la vitesse du courant d'eau et la taille des particules. Maintenant, nous allons aborder le deuxième agent de transport, qui est le transport par le vent. Et pour cela, observez d'abord cette vidéo. Donc, à partir de cette vidéo, on peut conclure que le vent, lui aussi, transporte des particules rocheuses et de manière différente. Donc, par roulement, comme vous observez dans cette image, pour le sable grossier surtout, et par saltation pour le sable de petite taille, ou bien de moyenne taille, et par suspension, ou bien en suspension pour les particules de très petite taille comme les particules argileuses et les grains de sable qui sont très fins et qui constituent la poussière. Donc, le vent domine dans les régions désertiques et aussi dans les régions côtières, c'est-à-dire dans les plages. Elle entraîne ou bien transporte les particules essentiellement selon trois modes. En suspension pour les grains de très petite taille, on a dit qu'ils constituent la poussière, ou bien par saltation, c'est-à-dire des sauts ou bien en rebondissant, ou bien par roulement ou bien glissement, ou bien en poussant des éléments grossiers comme les petits cailloux et les grains de sable de grande taille. Les sables transportés par le vent s'accumulent, se forment de dunes qui sont souvent déplacées. Les dunes, c'est-à-dire Koutban Ramliya. Alors maintenant, si on fait une observation à la loupe binoculaire d'un échantillon de sable. Donc ici, on a agrandi avec la loupe binoculaire. On constate que le sable est formé de plusieurs types de grains. Il y a le calcaire, l'argile, mais il y a des grains qui sont ici en blanc et qui brillent lorsqu'on expose le sable à la lumière. Donc il brille. Ces grains, ou bien ces granules, car elles sont de très petite taille, on les appelle des granules de quartz. Ce sont des grains très fins qui sont très durs. C'est-à-dire, même l'acide chlorhydrique ne peut pas dissoudre. Donc, ils sont très durs. Et à partir de ces grains qu'on fabrique le verre. Car on peut fabriquer le verre à partir du sable. Et en utilisant les grains de quartz. Et que peuvent rayer le verre. C'est-à-dire, si on frotte ces grains avec le verre, on entend un son qui est dur. Donc, le sable est principalement composé de granules très durs qui raillent le verre et qui ne sont pas dissous par les eaux acides. Ce sont les grains de quartz. Observez cette image. On est là dans une rivière. Certainement, vous avez déjà visité une rivière de ce genre. Et on remarque la présence de particules rocheuses de différentes tailles, surtout les galets. On peut trouver des galets de ce genre dans cette rivière et de ce genre aussi. Donc, ce sont
des galets de forme à peu près ronde et qui sont lisses. On dit qu'ils sont émoussés, c'est-à-dire ils sont ronds, non pointus et lisses. Et on peut aussi trouver d'autres galets de ce genre. Vous remarquez bien qu'il y a une différence de forme avec les premiers. Ces galets ne sont pas lisses, ils ne sont pas ronds, ils sont pointus. On dit qu'ils sont non usés. Donc, à votre avis, quelle est la question qui se pose? Sans doute, vous avez posé la question suivante. Pourquoi il y a une différence de forme entre ces galets, malgré que ces galets se trouvent dans un même endroit ou bien dans une même rivière? Donc, on constate dans une rivière l'existence de galets et de formes différentes. Alors, nous allons essayer de répondre à la question que vous avez posée. En répondant à cette question, nous allons à la fin déduire une relation. Et pour cela, nous allons commencer par l'observation de la forme des grains de quartz. On prélève 3 échantillons de sable de 3 milieux différents. Une plage, une rivière et un désert. On a ici un sable d'une plage, un sable d'une rivière et un sable d'un désert. On va observer ces sables et surtout, on va observer la forme des grains de quartz de ces sables à la loupe binoculaire. Les résultats de cette observation à la loupe binoculaire de ces 3 sables du fleuve, de la plage et du désert. Évidemment, ici, on a observé uniquement les grains de quartz. Donc, du fleuve sont de cette forme. Les grains de quartz du sable de la plage sont de cette forme. Et ceux du sable du désert sont de cette forme. Si on observe les 3 types de grains de quartz, on peut constater qu'ils ont à peu près la même taille. Mais le sable des fleuves est agrandi seulement 20 fois, alors que les grains de sable de la plage 40 fois, et ceux du désert 60 fois. Donc, on peut déduire que les grains de quartz du fleuve sont de plus grande taille que les grains de quartz de la plage, et les grains de quartz du sable de la plage sont plus grands que les grains de quartz du sable du désert, parce qu'on a grandi 60 fois. Donc, si on observe la forme de ces grains de quartz, on constate qu'ils ont une forme anguleuse. Ils sont anguleux, sont pointus. Donc, ils ne sont pas ronds, ils ne sont pas lisses. Donc, on dit que ce sont des grains de quartz non usés. Alors que les grains de quartz de la plage, ils sont lisses, à peu près ronds, et qui sont luisants, c'est-à-dire ils brillent. Ils sont transparents plus que les autres grains de quartz. On dit que les grains de quartz, ils sont émoussés, luisants. Donc, grains non usés, NU. Ici, grains de quartz émoussés, luisants. C'est-à-dire ils sont lisses, non pointus et qui brillent. L'abréviation, c'est EL. Alors que les grains de quartz du sable du désert, on voit bien qu'ils sont de petite taille. Ils sont agrandis 60 fois. Ils ne sont pas brillants comme les grains de sable les grains de quartz du sable de la plage ou bien de ceux du fleuve. Ils sont de petite taille, on dit qu'ils sont ronds et mat, RM. Donc, on remarque une différence de forme des grains de quartz de ces 3 sables. Donc, la question qui se pose, quelle est la cause de cette différence de forme? Et c'est la même question qu'on a posée pour les galets de la rivière.
On a vu des galets qui sont émoussés et des galets qui sont non usés. Donc nous allons détailler ou bien nous allons répondre à cette question. Donc l'interprétation, c'est-à-dire nous allons expliquer la différence de forme entre les trois types de grains de quartz. On a ici les grains de quartz émoussés luisants qu'on a observés dans le sable d'une plage. On a ici les grains de quartz non usés observés dans le sable fluviatile. Et on a ici les grains de sable romain observés dans le plage désertique. Donc nous allons chercher la cause de cette différence de forme. Notons ici la première différence, qui est l'agent de transport. Donc les grains émoussés luisants et non usés ici ont un agent de transport commun, c'est l'eau. Parce que dans les plages, il y a des vagues, c'est-à-dire l'agent de transport, c'est l'eau. Et dans les rivières, il y a aussi un courant d'eau, donc l'agent de transport, c'est l'eau. Mais pour les grains de quartz en et mat, l'agent de transport, c'est le vent. Donc, la première cause, c'est la différence de l'agent de transport. Mais pour les deux premiers types de grains, on a le même agent de transport, l'eau et ici l'eau. Et malgré ça, il y a une différence de forme. Donc, certainement, il y a une autre cause. Donc, commençons par le premier type. Donc, on a ici, par exemple, deux particules rocheuses ou bien deux grains de quartz qui sont sur une plage. Donc, on sait que dans une plage, il y a l'activité permanente des vagues. Il y a un va-et-vient des vagues permanent. Ces vagues entraînent avec elles des grains de sable. Donc, elles transportent des grains de sable. Ces grains de sable se frottent. Donc, ils vont se frotter comme ça. Ce frottement va causer leur affinement, c'est-à-dire ils vont être sculptés. Donc, ce frottement, avec le temps et après des millions d'années, après une longue durée, donc ces grains vont être affinés et sculptés, ils deviennent émoussés, luisants, ils deviennent lisses et ronds. Donc ici, il y a l'agent de transport d'eau, il y a la longue durée de transport, des millions d'années. Pour le deuxième type de grains, donc les grains émoussés luisants, leur forme indique qu'ils ont été transportés longtemps par l'eau, ce qui provoque leur affinement à cause du frottement, ce type étant abondant dans le sable de la plage. Donc, la première, donc il y a une longue durée de transport. Pour le deuxième type de grain de sable dans le sable de fluviatile, ces grains vont se frotter, mais ils ne deviennent pas émoussés luisants comme dans le premier cas. Et ceci à cause de leur durée de transport, c'est-à-dire ils ont été transportés pendant une courte durée, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment de temps pour être affinés et sculptés et deviennent ronds et lisses. Donc, ils ont été transportés sur une courte distance ou bien sur une courte durée. Ceci explique pourquoi il y a une différence de forme entre les galets dans la rivière. Les galets qui ont été émoussés et ronds et lisses, ils ont été transportés sur une longue distance, alors que les galets qui ont été non usés ou bien anguleux, ils ont été transportés sur une courte distance. Donc les grains non usés, leur forme indique qu'ils ont été transportés en peu de temps sur une courte distance insuffisante pour être affinés. Ils caractérisent le sable dioïde.
Donc, même s'il y a le même agent de transport qui est l'eau, mais il y a une différence de la durée de transport. Alors, pour le troisième type des grains de quartz, qui sont observables dans le sable désertique, ici l'agent de transport est différent, c'est le vent. Donc il n'y a pas frottement, mais les grains de sable, les grains de quartz vont se heurter, et ce qui provoque leur fracture et leur fragmentation. Donc, ceci explique leur petite taille et ils vont aussi perdre leur brillance. Ils ne sont plus brillants car lorsqu'ils vont se heurter, ils vont perdre leur luisance, donc ils deviennent ronds et mat. C'est-à-dire ils sont de petite taille, ronds et fracturés, donc ils ne sont plus brillants. Donc, les grains ronds mat, leur forme indique qu'ils ont été transportés par le vent qui a provoqué leur érosion. C'est-à-dire ils sont devenus grains fins et leur arrondissement. Ce type constitue le sable du désert. Donc, on constate et on conclut et on déduit la relation suivante. Donc, il existe une relation entre la forme des particules rocheuses observées dans les paysages géologiques et le facteur de leur transport, qui est soit l'eau ou bien vent. Il y a aussi un autre facteur qui est la durée de transport, même pas ce qu'on a vu dans les deux premiers types, même s'il y a le même type, même agent de transport, mais il y a une différence de forme. Donc, il existe une relation double entre la forme des particules avec le facteur du transport et avec la durée de ce transport. Donc, voilà le cours, ou bien le deuxième phénomène, qui est le phénomène de transport des produits issus de l'érosion. La question qui se pose maintenant, quel est le devenir de ces particules transportées? Alors, quelle est l'étape suivante après le transport de ces produits d'érosion ou bien de ces particules? Est-ce qu'ils vont être transportés tout le temps ou bien ils vont subir un autre phénomène? C'est ce qu'on va voir dans la leçon prochaine. Merci de votre attention et à la prochaine.